Hold up. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission spéciale confinement. Pendant ces 3 derniers mois de confinement, chacun a trouvé son petit loisir pour se divertir. Que ce soit binge-watch des séries sur Netflix, jouer de la musique, nos invités d'aujourd'hui ont choisi la lecture et l'écriture. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos 2 invités très spéciaux, David Groison et Capitaine Alexandre. On aura aussi notre chef de service, professeur documentaliste collège et lycée, Sandrine Promera, et 3 jeunes lecteurs du Grand Lycée franco-libanais, Yasmine, Karl et Jade. Donc on va éditeur en chef du magazine pour ados Phosphore, Okapi, Oui Demain et plein d'autres. Et vous êtes auteur chez Actes Sud, dans lequel vous écrivez. Ça a coupé la fin de votre question. Bonjour, bonjour à tous. Mais j'ai pas entendu je suis à Paris et du coup j'ai pas entendu la fin de votre question. Oui, je disais bienvenue sur GLFM. D'accord, alors, très bien. Merci Donc, de votre accueil. Faites-nous un petit historique de votre aventure d'écrivain et de journaliste. Alors, si je reprends à votre âge, quand j'étais lycéen, comme vous, comme toi, je faisais partie du journal du collège, du lycée, et ça me semblait assez inaccessible comme parcours, comme possibilité. J'en connaissais pas de journaliste. Donc, j'ai d'abord fait une prépa scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur, et puis c'est en arrivant à l'université de McGill au Canada, à Montréal, que je me suis investi là à nouveau dans le journal de l'université. Et j'ai tellement adoré ça que d'un coup, j'ai fait une année de plus d'études. Je suis rentré en France, j'ai fait l'école de journalisme de Lille et je suis devenu journaliste. Et là, ça c'était en 2000. Et voilà, ça fait presque 20 ans maintenant que je vis de ce métier et qu'il me passionne toujours autant. Donc, pourquoi écrire des magazines pour ados? Qu'est-ce qui vous passionne dedans, tout simplement? Alors au début, c'est un peu un hasard, c'est-à-dire que j'étais journaliste pour plein de journaux, pour Télérama, pour Libération, pour Science et Vie, euh, et j'ai rencontré Phosphore et Okapi, et en fait j'ai adoré ça parce que je trouvais que on était obligé de penser au public quand on écrivait pour les ados, que quand on écrivait pour les adultes, on pouvait toujours penser qu'on écrivait pour d'autres soi-même, des gens qui nous ressemblent, alors pour moi, c'était pour d'autres Parisiens de 25 ans, blancs, qui vivent à Paris. Et en fait, ça avait pas de sens. Et je faisais mal mon métier. Et avec les ados, j'ai appris à bien faire mon métier, c'est-à-dire à me dire de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils savent déjà, quelles sont les questions qui se posent. Et du coup, travailler pour un journal pour ados, ça oblige toujours à se remettre en question et à se dire quelle est la bonne façon de raconter les histoires, d'éclairer sur l'actualité et puis revenir au basique. Et en fait, revenir au basique, c'est souvent très compliqué parce que on l'a bien vu là avec la crise du Covid. Il y a tellement de choses qui s'écrivent à droite à gauche qu'en fait, retrouver les vraies infos, ça demande du boulot. D'accord. À présent, pourquoi vous aimez écrire des livres qui touchent au genre du documentaire, si on veut? Est-ce que vous voyez faire autre chose plus tard, peut-être? Alors, les livres documentaires, c'est arrivé parce que j'adore ce métier de journaliste, mais c'est vrai que du coup, Phosphore, c'est tous les 15 jours, c'est un nouveau magazine, c'est un nouveau numéro. Donc, du coup, tous les 15 jours, on prend un sujet et puis hop, on passe à un autre et encore à un autre et encore à un autre, etc. Et d'un coup, c'est vrai que j'avais envie d'écrire des livres avec Pierre-Angélique Schuller parce que ça permettait de passer du temps sur un sujet. Un livre, ça nous prend un an en parallèle de ce qu'on fait comme travail. Mais du coup, ça, c'est passionnant de pouvoir se dire, on se plonge dans un sujet. Là, par exemple, à la rentrée, je viens de rendre à l'éditeur un livre sur 50 icônes américaines, en partant sur toutes les images qu'on a de l'Amérique, le popcorn, l'étoile de shérif, Hollywood, le château de Disneyland, etc., d'essayer de comprendre leur histoire derrière. Sur quelle réalité ça repose. Ça, j'ai passé une année géniale parce que c'était super d'aller chercher toutes ces histoires, d'aller les trouver. Donc, c'est un plaisir d'écrire des livres. C'est d'abord aussi un plaisir un peu égoïste.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, la rédaction d'un magazine comme Phosphore, du début jusqu'à la fin? Bah, au début, il y a d'abord une conférence de rédaction où on est tous les journalistes de la rédaction et on se dit de quoi on a envie de parler et de quoi les jeunes ont envie qu'on leur parle. Donc on débat et en fait on a plein de sujets, on a des dizaines et des dizaines de sujets et mon premier rôle c'est d'arbitrer et de se dire là-dedans qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui est essentiel, de quoi on va parler dans le prochain numéro. Et puis après ça veut dire que chaque journaliste part sur le terrain, va faire des reportages, va rencontrer des experts, va faire des interviews, va interviewer des ados, va rassembler suffisamment de matière pour ensuite pouvoir faire un article. Et ce qui est vrai que dans Phosphore, on ne fait pas juste des articles qui commenceraient en haut à gauche et qui finissent en bas à droite. On cherche toujours des nouvelles façons de raconter les histoires. Donc parfois, on va travailler avec un auteur de bande dessinée pour se dire qu'une vie là, dans un dernier numéro, par exemple, il y a un homme qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte comment c'était sa vie de lycéen à 16 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. On a voulu mélanger des photos et des dessins et d'en faire une BD. Donc c'était une nouvelle façon d'écrire. Apolline, elle a interviewé une youtubeuse, Émilie Elter, elle l'a interviewée par WhatsApp pendant le confinement. Et donc du coup, on s'est dit, on va garder ça en maquette, etc. Donc il y a tout ce travail-là ensuite avec les graphistes, avec les photographes, avec les illustrateurs, de se dire est-ce que tout ça marche bien ensemble. Et donc du coup on change un titre, on va rechanger une photo, on va changer un dessin, etc. pour être sûr que l'ensemble du numéro et l'ensemble de la page fonctionnent bien. Et je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, je lisais le magazine Okapi et je me rappelle, ça m'a vraiment rappelé mon enfance quand j'adorais amener des magazines avec moi dans l'avion et je passais des heures à les lire en voyage, et c'était incroyable. Donc, c'est quoi la recette du succès, si on veut, de ce genre de magazine? C'est d'abord de se dire que notre patron, c'est les enfants ou les ados. C'est-à-dire de se dire que c'est à vous qu'on doit des comptes. Euh, donc c'est pas perdre de vue ni s'adresser à l'ado qu'on a été soi-même ou ni aux ados qu'on connaît, à ses enfants ou les enfants de ses copains ou etc. Mais être toujours. J'avais eu la chance d'être invité dans votre magnifique lycée il y a un an ou deux, il y a un an. Ouais. C'est un moment fort parce que du coup tous vous rencontrer, ça me donnait plein d'idées de sujets aussi. Peut-être que vous avez vu après dans Phosphore en disant tiens c'est marrant on avait parlé de ça avec lui puis finalement c'est devenu un sujet ou c'est devenu une question ou c'est devenu une idée de reportage et c'est vraiment en étant en contact via les réseaux sociaux en allant dans les classes on a une application Give Me Five où on donne de l'actualité où les jeunes peuvent nous poser des questions chaque semaine sur l'actualité. On a une chaîne YouTube sur laquelle aussi les jeunes peuvent poser des questions sur les métiers ou sur l'intimité. Voilà, il y a ce dialogue permanent qui nous permet d'essayer d'être à la hauteur de vous. Et est-ce que vous avez une anecdote surprenante sur votre métier qu'un journaliste novice ne s'attendrait pas? Euh, Moi, ce qui m'avait surpris, quand j'ai commencé à faire des interviews d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, de chanteuses, c'était à quel point on décidait plein de choses avant et qu'en fait, il y avait une négociation avant, c'est-à-dire que si on se disait, tiens, on veut interviewer Katy Perry ou des chanteurs français, en fait, il faut négocier, il faut dire, pour avoir le droit de lui parler, il faut dire combien de pages on va lui consacrer à cette interview, est-ce qu'on va le mettre en couverture ou pas, est-ce que, etc. Et ensuite, qu'il y a une négociation qui nous dit, bon, tu auras le droit de lui parler, mais qu'un quart d'heure ou que 5 minutes ou que 10 minutes. Et est-ce que tu seras tout seul ou est-ce que tu seras dans ce qu'on appelle des round tables, de dire on va être à 4, à 5, à 6, à 10 journalistes. Donc moi, j'ai fait des interviews, des fois, on est 10 journalistes autour d'acteurs, et puis Emma Watson, on était 4, par exemple. Et après, dans le papier, ça se sent pas qu'on était 4, mais on était 4. Par contre, Hugh Jackman pour Wolverine, on était en tête-à-tête. Et c'est vrai que ça fait des meilleurs papiers quand on est en tête-à-tête et quand on a du temps. Mais tout ça, ça se négocie avant. Et ça, je savais pas. Et
Dans un monde où chacun a son téléphone portable et qui peut tout documenter autour de lui, est-ce que vous pensez que les photographes, les illustrateurs doivent s'y prendre différemment? Oui, mais ils ont toujours eux aussi toute leur place parce qu'en fait, on a besoin d'eux d'abord pour leur sérieux et leur fiabilité. C'est-à-dire que des images qui sont faites par téléphone portable bah, dans les manifestations de Beyrouth, par exemple, je sais pas moi qui les filme. Est-ce qu'ils font exprès de montrer qu'une part de la réalité et pas une autre? Est-ce qu'ils montrent que ce qui les arrange et pas ce qui les arrange pas, etc. Donc ça, pour moi, c'est important qu'un photographe, je sais qu'il va, professionnel, journaliste, il va avoir une éthique et il va avoir une honnêteté intellectuelle pour montrer l'ensemble de la situation. Et puis ils sont aussi là à des endroits pour nous éclairer sur des sujets auxquels on pense pas. Et c'est vrai que nous, dans Phosphore, ce qu'on publie comme travail, c'est pas forcément le dernier accident ou la dernière manifestation, mais sur la situation des Noirs américains, on aura plus envie d'avoir un photographe qui a passé du temps dans un lycée avec des jeunes Afro-Américains pour témoigner de leur quotidien, de leur réalité, etc., plutôt que seulement des photos spectaculaires d'une manifestation. Donc on a besoin de leur regard et de leur travail. Et donc, enfin, c'est quoi le plus bel aspect de votre métier, à votre avis? Le plus bel aspect, c'est, bah, je crois, c'est on apprend des choses tous les jours, que c'est un métier, que le confinement, qu'une crise comme celle qu'on vit là avec le coronavirus, ça a été aussi pour nous, comme tout le monde, on a eu des effets de sidération, des effets de stress, etc. Mais il y a aussi une part complètement excitante d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre, d'aller parler, de trouver des infos fiables, de se dire qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette maladie, sur les traitements, sur les vaccins, sur les causes les trucs croisés, enfin, voilà, de se dire tout ce travail-là, d'essayer d'avoir ce temps-là, être à plein temps pour s'informer nous-mêmes, pour pouvoir donner de l'info juste, c'est passionnant. D'accord. Merci beaucoup, David Groison, d'avoir répondu à vos questions. Et on espère vous revoir au GLFL un Ah de bah ces avec jours. plaisir, avec grand Et plaisir. merci, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, bonne journée. Alors, à présent, on va passer à notre deuxième invité spécial. C'est Marc-Alexandre Obambe, alias Capitaine Alexandre. Alors, on attend que Capitaine Alexandre se connecte. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, Super. est-ce que vous m'entendez? Alors, on a devant nous Capitaine Alexandre, un poète, slameur, essayiste. Il a écrit Le Chant des possibles, un recueil qui a été récompensé par le prix Fetcan et le prix Paul Verlaine de poésie de l'Académie française ou encore l'album On a slamé sur la lune. Alors, Capitaine Alexandre, bonjour, bienvenue sur GLFM. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, super. Vous m'entendez? Alors, on a devant nous Capitaine Alexandre, un poète, slameur, essayiste. Il a écrit Le Chant des possibles, un recueil qui a été récompensé par le prix Fetcan et le prix Paul Verlaine de poésie de l'Académie française ou encore l'album On a slamé sur. Est-ce que vous Alors, m'entendez? oui, oui, Ah, c'est bon. je Il y avait un vous avais, retour. oui, je vous Désolé. avais en stéréo et Ouais, j'entendais pas. d'accord.
Donc, bienvenue sur GLFM déjà. Merci, merci à vous pour votre invitation. Alors, première question, comment avez-vous découvert le slam? Ah, comment j'ai découvert le slam? De manière assez inattendue, en allant dans un bar, tout simplement, où étaient organisées ce qu'on appelle des sessions slam, des soirées de poésie, en fait. On peut les appeler ainsi aussi, des cercles de poésie, où des êtres humains tentent de battre des ailes ensemble. Voilà, tout simplement en poussant la porte d'un bar aux États-Unis il y a quelques années. Et moi qui écrivais de la poésie déjà depuis longtemps, depuis l'adolescence, j'ai découvert là que la poésie que j'écrivais pouvait être dite de cette manière-là aussi, incarnée. Donc, quel artiste admirez-vous? Que ce soit un écrivain, un poète, un slameur, un chanteur? Oh, il y en a beaucoup. On pourrait faire une émission seulement là-dessus. Je pense que l'admiration est une qualité. Admirer est une qualité. Ça nous élève. Il y en a vraiment beaucoup. Je pourrais citer un ami poète, rappeur, slammer, qui est romancier aussi, Gaël Faye. Je pourrais citer aussi Franck Étienne, qui est poète haïtien, poète merveilleux. Mais enfin, il y en a quelques-uns. Aimé Césaire et René Char, qui sont mes guides à penser. Alors, après Fragment, Sichi, ou encore On a slamé sur la Lune, euh, quels sont vos prochains projets musicaux? Alors, j'ai pas entendu, mais mes prochains projets. Musicaux ou littéraires ou de Alors, slam. j'en ai quelques-uns, j'en ai même pléthore. Le prochain, c'est un roman qui paraît à la rentrée le 19 août, un roman dont le titre est Les Lumières d'Oujda, qui paraîtra aux éditions Calment Lévy le 19 août. Ça, c'est le projet immédiat, un livre que j'ai terminé. Et puis aussi un spectacle qui est une adaptation de ce livre, dont le titre est Traversé, qui sera un récital musical et poétique qui me permettra d'emmener ce livre, ces mots, à la rencontre des différents publics quand nous pourrons à nouveau nous installer dans des salles de spectacle pour partager la poésie et la littérature en live. Bon, qu'est-ce que ça vous apporte, le slam? Et qu'est-ce que vous voulez transmettre aux autres à travers le slam? Oh, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, alors le slam, on va surtout parler de poésie. Alors, parce que le slam n'est qu'une manière de dire la poésie. La poésie, elle me tient en vie, elle me maintient en vie, elle me permet de respirer et de ne pas me noyer en mots troubles. Elle me permet d'avancer dans la vie, elle me permet de garder le cap de la belle espérance. Et finalement, ma poésie, j'espère, offre ça en partage. Et est-ce que vous pouvez nous slammer un cours de physique, par exemple? On peut tous slammer. Ce qu'il faut, c'est mettre du cœur et prendre le texte comme ça. Et on peut s'amuser. Oui, moi, j'ai animé des ateliers avec des élèves, d'ailleurs, dans votre établissement, hein, où je suis passé il y a quelques années avec beaucoup de bonheur. On avait fait des choses assez incroyables avec des élèves qui montaient sur les tables et qui déclamaient les textes, qui prenaient leur guitare électrique en classe pour habiller un poème de Victor Hugo. Et donc des expériences comme celle-là, improbables, j'en ai vécu dans plein d'établissements avec des jeunes du monde entier. Et on peut tout slammer, on peut même slammer une notice de médicaments et ça paraît complètement incongru, surréaliste, mais on peut le faire. Il suffit de mettre du rythme, du tempo et du cœur et donner l'impression qu'on est habité par une conviction absolue quand on déclame ce texte qui ne veut rien dire en fait. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dédier un petit slam à nous, GLFM? Ah, alors est-ce que je peux dire un texte? Oui, je peux dire par exemple poète tambour, j'abrite et j'habite la résonance du monde, ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits, derrière l'écran, accro à cran, j'écris avec le cœur écrin d'amour toujours, j'écris de la poésie comme d'autres plantes des arbres.
J'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres chantent les possibles. J'écris de la poésie comme d'autres vivent. Afin que l'humain rallume enfin, ici et ailleurs, à Beyrouth, à Paris, à Douala, la lumière de ce siècle obscur. J'écris de la poésie. Alors, merci beaucoup, capitaine Alexandre, c'était incroyable. Et on espère vraiment vous revoir pour faire des ateliers au lycée. Ce sera avec grand plaisir. Beyrouth est une de mes villes de cœur, une ville poème, et j'ai beaucoup d'amis à Beyrouth. Et je reviendrai avec grand plaisir. Le dernier souvenir que j'ai de mon passage à Beyrouth, c'est une soirée justement avec des jeunes de votre lycée à la librairie El Bourge, qui n'existe plus malheureusement. Et on avait fait une soirée là-bas littéraire magnifique autour du champ des possibles avec des jeunes de votre lycée qui m'avaient accompagné à la guitare, à la voix, et c'était merveilleux. Donc j'ai un merveilleux souvenir de Beyrouth et du Liban. Et ce sera avec grand plaisir que je reviendrai vous voir. Merci beaucoup, capitaine Alexandre, d'avoir répondu à nos questions. Et on va passer à présent. Allez-y. Non, j'allais dire juste merci encore et à bientôt. D'accord, super. Merci beaucoup. Et à présent, on va passer à Sandrine Promera, professeure documentaliste du CCC au Grand Lycée Franco-Libanais. Alors, on va attendre que Sandrine Promera se connecte. Comme vous devez déjà le savoir, c'est pas facile de faire des émissions quand on n'est pas en présentiel. Donc, on va attendre qu'elle arrive. Alors, je vous rappelle que l'émission va se dérouler comme cela. Alors, on aura Sandrine Promera qui va venir maintenant, qui est la professeure documentaliste du CCC au Grand Lycée. Et ensuite, nous aurons 3 jeunes lecteurs du Grand Lycée franco-libanais, en l'occurrence Jad Haddad, Yasmina Bouchard et Karl Sharia. Et je vous rappelle que ce jeudi, on a une émission avec Marc Lévy, qui a accepté de nous donner une interview exclusive sur son nouveau livre, sur ses projets et sur sa carrière en général. Hold up. Alors, on a Sandrine Promera qui arrive. Elle est en train de se connecter. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on attend encore que Sandrine Promera se connecte. Et voilà, ça c'est les aléas du direct, hein. Ok, je crois que c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, ça y est, j'entends. Désolée, il y avait un petit problème de lenteur. Ouais, non, c'est pas grave. Bon, bah on va passer à vous, Sandrine Promera. Vous êtes professeure documentaliste du CCC au Grand Lycée. Vous avez mis sur Classroom une bibliothèque virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut trouver dans cette bibliothèque? Alors oui, effectivement, on a créé, il y a même 2 bibliothèques virtuelles, hein, parce qu'il y en a une pour le CCC collège et une autre pour le CCC lycée. Donc l'idée est venue dès qu'on a été confinés, hein, de pouvoir proposer des ressources aux élèves en ligne, puisque dès que le confinement a commencé un peu partout dans le monde, il y a eu beaucoup d'offres éditoriales en ligne sur la toile. Donc il y a eu beaucoup de choses. Donc avec mes collègues, on s'est demandé
comment partager avec vous, les élèves, toutes ces ressources. Et donc, l'idée d'utiliser le même outil que vous avez utilisé avec vos professeurs pour l'enseignement à distance, dont la Classroom. Et du coup, voilà, on a proposé ça. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y a trouvé, là, pendant tous ces mois, beaucoup de ressources, hein, donc à la fois des romans, des bandes dessinées, des mangas et aussi des magazines. En fait, si vous voulez, dès qu'on voyait des choses intéressantes pour vous, on a essayé de les partager dans ces classrooms. Et puis même aussi, on a pu partager des pièces de théâtre en ligne aussi, puisque vous avez vu, hein, il y avait beaucoup de choses sur la toile pour occuper les gens pendant le confinement. Alors bien sûr, toutes ces choses étaient aussi limitées dans le temps. Maintenant, il y a beaucoup moins de choses, bien évidemment. Maintenant qu'on reprend une vie normale, on peut aller racheter des livres dans les librairies et du coup, il y a moins d'offres. Mais il y a eu quand même beaucoup de choses pendant le confinement. Donc, en parlant de ces livres, vous gérez le club lecture du GLFN. Qu'est-ce que vous aimez dans ce club lecture? Alors, je le gère, je l'anime avec une de mes collègues du CCC Collège, Madame Cupélian. Et là, pareil, il y a aussi 2 clubs lecture, un pour les 6e, un pour les 5e, 4e. Alors, ce que j'aime, moi, bien sûr, c'est ce rendez-vous hebdomadaire quand on se réunit avec les élèves et qu'on échange autour des lectures. On fait des animations autour de ces livres et donc c'est un moment très agréable d'échange entre lecteurs. Et en parlant de ce club lecture, c'est quoi les livres les plus lus au CCC, en ligne ou en présentiel, ou bien le genre de livre le plus lu? D'accord. Alors les livres les plus lus à distance, c'est pas évident pour nous de savoir ce qui a été vraiment lu ou pas lu, puisqu'on n'avait pas, contrairement au présentiel, on n'a pas des statistiques de près et puis on voit pas les élèves aller vers tel ou tel type d'ouvrage. Mais je pense que je ne me trompe pas si je dis que ce sont les bandes dessinées et les mangas qui sont les plus lus, que ce soit à distance ou en présentiel. Je crois que ça plaît beaucoup et c'est très bien. Moi aussi, j'aime beaucoup les BD, les mangas. Donc, avec le confinement, comment ça se passe, le club lecture en ligne? Alors, on l'a pas mis en place tout de suite, le club lecture en ligne, parce que se posait aussi le problème des lectures, d'avoir une lecture commune pour pouvoir échanger. Et puis, on a fait participer les élèves à un prix littéraire qui s'appelle le prix des incorruptibles. Ça, on s'est inscrit, on a acheté des livres, on a fait lire les élèves. Et du coup, les éditeurs ont ont mis en ligne en fait les livres. Donc du coup, ça nous a permis de continuer même à distance, en travaillant sur les mêmes ouvrages. On pouvait échanger tous dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, les élèves aussi, ça c'est venu d'eux, c'était très sympa. On proposait avec tout ce qu'on avait mis sur les classrooms, qu'ils choisissent des ouvrages et qu'ils en fassent la présentation en ligne. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et en plus, en distanciel, finalement, il n'y avait pas que les membres du club initiaux. En fait, il y a d'autres élèves qui se sont rajoutés pendant le confinement. Donc ça, c'était super aussi. Et on espère qu'ils vont s'inscrire au club lecture à la rentrée. Et donc, ces dernières années, on a vu une baisse du nombre d'élèves et enfin, d'adolescents et d'enfants qui lisent. Comment est-ce qu'on pourrait encourager les élèves à lire plus? Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que la baisse de la lecture, moi, je l'ai moins senti au GLFL. Hein. Je peux vous dire que nos élèves lisent beaucoup et aiment beaucoup la lecture, notamment au collège où je pense qu'ils ont peut-être plus de temps. Mais sinon, bien sûr, pour les encourager, il y a plein de moyens. Et déjà, les élèves du grand lycée ont beaucoup de chance parce qu'ils ont des centres documentaires qui sont très beaux, très modernes, avec des documents très variés dans toutes les langues. Donc, ils ont vraiment un choix énorme s'ils veulent lire en arabe, en anglais, en français, lire des romans, des BD. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc ça, c'est, je pense, déjà une première incitation. Et puis après, comme je viens de parler, des clubs lecture, hein, ça permet d'inciter les élèves à lire davantage. On a aussi fait des actions, alors beaucoup avec les enseignants de lettres, autour de prix littéraires ou de sélection de livres, donc autour de projets avec les enseignants. Ça, je pense que ça incite aussi
beaucoup à lire. Et puis, avec mes collègues aussi, on laisse les élèves participer à l'acquisition des ouvrages en leur demandant ce qu'ils aiment lire, en leur laissant, par exemple, au collège, il y a une boîte à suggestions où ils peuvent mettre des livres, des idées de livres qu'ils aiment ou qu'ils ont lus. Donc ça, c'est sage pour eux. Je pense que ça peut les inciter. Et nous, on essaye toujours de proposer des choses qui peuvent vous plaire. Donc, avec mes collègues, on se renseigne beaucoup sur les parutions, en se disant, tiens, ça va leur plaire, ça va les intéresser. En plus, ça va coller aussi au programme scolaire avec ce qu'ils font en classe. Ou alors, ça va leur permettre de découvrir d'autres choses. Donc, nous, on est très à l'affût, toujours à guetter les nouveautés pour les élèves. Donc, en allant dans les librairies et puis aussi en participant à des discussions avec d'autres documentalistes du monde entier, de la MLF, de la EFE, ou moi avec des documentalistes en France. Donc, je pense que tout ça, ça permet indirectement de vous inciter, vous, à lire davantage. Et enfin, est-ce que vous croyez que le livre numérique pourra remplacer la version papier? Et est-ce que vous avez une préférence à titre personnel? Alors moi, ma préférence, c'est évidemment c'est le livre papier. Hein. Moi, j'ai besoin d'avoir l'objet livre entre les mains, d'en connaître l'épaisseur, de savoir où j'en suis dans ma lecture. Ce qui m'empêche pas d'avoir aussi une tablette et de pouvoir lire en ligne. Donc moi, je dirais que c'est complémentaire. Je pense qu'on peut avoir des livres, avoir une belle bibliothèque là, comme j'ai derrière moi. Alors, c'est pas chez moi, vous avez reconnu que c'était le CCC collège, mais je pense qu'on peut avoir les deux. C'est sûr que le livre numérique, c'est très pratique de pouvoir emporter toute cette bibliothèque virtuelle avec soi. Et puis avec ce qu'on vient de vivre, évidemment, c'était très pratique d'avoir des livres numériques aussi. Alors, merci beaucoup, Sandrine Promera, pour votre intervention au club et bonne continuation pour le club lecture. Et à présent, au revoir. Et on va les concentrer dans et hop. Hold up. Et bienvenue sur cette émission Confinement pour la lecture. On va passer à présent aux jeunes lecteurs du Grand Lycée Franco-Libanais et on va tout de suite commencer par Yasmine Abouchar, qui est en première, qui a déjà lu 41 livres depuis le début de cette année. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Super. Alors, première question, comment cette passion de lecture a commencé? Alors, il n'y a pas d'histoire trépidante derrière. Genre, un jour, j'ai chopé un livre, j'ai lu, j'ai aimé et j'ai répété les 3 étapes depuis. C'est pas original, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que tu continues à lire durant le confinement? Enfin, je suppose que oui, ça a dû doubler. C'est dur, mais oui, on essaye. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, la lecture? C'est comme de la drogue. Bah, c'est pas un truc dont je peux me passer facilement, mais c'est vrai, là, maintenant, j'arrive pas vraiment à me concentrer pour lire. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'effet d'être cloîtré. Mais moi, ce que ça m'apporte, de la joie. Ça me permet de m'évader. Ça me permet je sais pas, de rêver, tout simplement. Et c'est quoi tes genres préférés? Moi, en général, je gobe tout. Mais j'ai un petit faible pour les dystopies et les trucs psychologiques. Genre à la Dostoïevski. Ah oui. Ah oui, il y a beaucoup de livres comme ça, plein de livres avec des guerres qui sont mal passées et tout. Ouais. Et si tu devais rencontrer un auteur, qu'il soit mort ou vivant, qui ce serait?
c'est une liste longue de 3 kilomètres. C'est super dur de choisir. Et ça dépend, on parle roman, on parle manga ou on parle en général. Bah, en général, après, voilà. Si je devais en citer peut-être 3, je dirais que ce serait Margaret Atwood, Thomas Harris et Amélie Nothomb, peut-être, ou Milan Kundera. De ceux qui sont vivants, hein, parce que morts, dur. Ouais, c'est pas facile. Alors, Ouais. comment tu fais pour choisir un livre? Bah, si la couverture me plaît et si le résumé me plaît, je le prends. En général, je fais pas vraiment de chichi. Si un truc me tape à l'œil, je le prends. D'accord. Et qu'est-ce qui fait un bon livre, à ton avis? Bah, je dirais que c'est l'art de raconter beaucoup de choses, mais avec peu de mots, je veux dire. Il faut pas faire dans la dentelle. Faut, à l'exception de Dostoïevski qui s'étale et qui s'étale, mais là, parce que c'est psychologique, on peut comprendre. Mais en général, un livre ne doit pas raconter des trucs pour ne rien dire et juste pour remplir des pages. Et c'est dur, hein, je sais. C'est pour ça que je suis très, très, très sélective sur les bouquins, mais pour moi, un bon livre, c'est ça. Et Direct. donc, est-ce qu'il y a un livre qui t'a changé la vie, par exemple? Non, non, mais des livres qui m'ont marqué, il y en a plein. Ouais. Par exemple, Crime et châtiment de Dostoïevski, 1984 de George Orwell, La servante écarlate de Margaret Atwood, The Silence of the Lambs de Thomas Harris. Je vous ai dit que c'était long, hein. Alors, on parlait du CCC plutôt. Donc, c'est toi qui as décoré les portes du CCC collège et lycée, il me semble. Donc, Eh depuis oui, quand tu as cette passion de dessiner et de décorer? c'est comme la lecture. Dès que j'ai pu tenir un crayon, j'ai dessiné. Je ne me suis plus arrêtée depuis. Pas original non plus. Mais si, ça va. Et donc, qu'est-ce que tu comptes faire comme étude? Est-ce que tu comptes inclure cette passion de lecture dans tes études? C'est pas des études de littérature, non, pas vraiment. Moi, je pensais plutôt me tourner vers un truc comme graphic design ou D'accord. le video game art parce qu'il faut un truc qui paye aussi, hein. Au début, je voulais partir sur de l'illustration, mais c'est dur de manger avec ça. Ah Alors oui. que l'industrie du jeu vidéo, c'est un truc qui rapporte beaucoup, surtout maintenant. Donc, je me dis qu'il vaut plus me concentrer sur un truc d'actualité plutôt que quelque chose que j'aime faire vraiment. Parce que la passion, c'est sympa, mais c'est pas la passion qui va remplir l'assiette. Enfin, je pense, c'est ça, quoi. Si tu es passionné, enfin, ça peut marcher. Je sais pas. Enfin, quand on a le talent. Oh, merci. Eh ben, bravo Yasmine Merci beaucoup. à la rentrée, j'espère. À la Et rentrée. on va à présent passer à Jade Haddad, élève en 5e B, qui est aussi une grande lectrice. Bonjour Jade, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour Alexandre. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Ça va, ça va. Donc depuis la rentrée, tu as lu 72 livres, et dont une grande majorité de BD et de mangas. C'est un chiffre énorme. Alors je vais te poser la même question de Yasmine. Comment ça a commencé cette passion pour la De lecture? la façon la plus simple, en lisant un livre. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, la lecture? Du plaisir et beaucoup de rêves. Donc, tu as continué à lire pendant le confinement, je suppose. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as un livre préféré ou un livre qui t'a changé la vie, par exemple? Pas de livre préféré, une série préférée. Mhm. Laquelle? Percy Jackson. Je l'ai lu, c'est incroyable. Héros de Lolette et J'avais les ton travaux âge. d'Apollon. Alors, tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle?
Eh bien, ça parle de la mythologie grecque et plus précisément des enfants des dieux, les demi-dieux. Et donc, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre? Les pouvoirs, les personnages, euh, les monstres et la bagarre surtout. Donc, dernière question, est-ce que tu préfères un livre plutôt en version numérique ou un livre en version papier? Papier. Papier. Pourquoi? Parce que c'est agréable de tourner les pages d'un livre. Hmm, effectivement. Alors, merci Jade d'avoir répondu à nos questions et surtout ne perds jamais cette passion parce que c'est ça qui fait rêver. C'est pas près d'arriver Et ça. ah oui. Alors, on espère te voir à la rentrée. On va vous tous vous voir à la rentrée. Et on va à présent passer à notre dernier lecteur, Karl Schreier. Oui, au revoir. Au revoir. Alors, Karl, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonjour. Eh bien, bonjour. Ça va? Oui, Super. et vous? Alors, pas très bien. Donc, tu es un élève en 6e A. Et Oui, tu sais allô? combien tu as lu de livres à la rentrée? Pas exactement. Je ne sais pas vraiment, en fait. Je lis beaucoup, mais je sais pas combien je lis. Donc, je vais te poser la même question que les deux précédentes. Alors, comment cette passion de lecture, elle a commencé? Elle a commencé quand j'ai lu mon premier livre, il y a longtemps, en CE1, quand je pouvais lire seule. Et donc, je pouvais lire plein de livres. Et donc, ça pouvait s'agrandir un peu. Et donc, c'était quoi ce Et livre? Tu te rappelles? oui, c'était une sorte de d'Okeo sur Paris. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporte, la lecture? Au fait, la lecture, ça me cultive déjà, parce que si je lis par exemple des livres de géographie, j'apprends des choses rapidement. Et aussi, euh, ça me donne la satisfaction de le lire. Comment dire, je sais pas. Ouais, ouais. Et Oui, donc, pourquoi tu aimes les BD et les mangas? parce que avec les BD et les mangas, ils te montrent des images et tu peux les imaginer. Et ensuite, tu peux les imaginer en même temps avec les paroles. Ça veut dire quand par exemple il y a des bulles et des cases en même temps, ça fait que c'est comme les films où il y a photo par photo. Et donc moi j'imagine ça un peu. D'accord. Et donc, c'est quoi Est-ce que tu as une série préférée de BD ou de manga? Non, parce que j'aime j'aime toutes les séries que je lis. Si j'aime pas trop, j'arrête de lire tout de suite. Mais il y a beaucoup de séries que j'aime. Exemple Naruto qui n'est pas au CCC, Dragon Ball non plus. Black Clover qui est au CCC et plein de mangas comme ça. J'aime aussi Lucky Luke, des BD, etc. Bah, il faudra dire à Sandrine Promera d'amener ses BD au CCC, hein. Le problème, Euh, c'est qu'elle va dire qu'elles sont trop longues parce que les séries Ah sont oui. longues. Oui. Ah bah oui, effectivement, il y a combien de tomes dans ces mangas? Naruto. Naruto Ouais. environ 70. Dragon Ball Ah oui. aussi. C'est Ah beaucoup. oui. Et donc, dans ces BD et ces mangas, est-ce qu'il y a un personnage dont tu te sens proche, qui te ressemble un petit peu? Euh, oui, dans Naruto, c'est quelqu'un qui s'appelle Rock Lee. Euh, il a un peu le même caractère que moi. Quelque chose qui ressemble. Et il me ressemble en physique, donc je sens que, voilà. D'accord. Et c'est quoi les livres que tu lis maintenant pendant le confinement? Maintenant, je lis surtout en ligne, avec Madame Promeria, je lis l'actu et le quotidien. Et je relis aussi toutes mes BD parce que j'ai une grande collection. D'accord. Alors, merci Karl d'avoir répondu à nos questions et continue à lire parce que c'est une énorme richesse et Merci. on espère te revoir à la rentrée.
Et c'est comme D'accord. ça, chers téléspectateurs, que notre émission lecture s'achève. Merci à nos invités, merci à David Loison, Capitaine Alexandre, Ricard Chaya, Yasmine Abouchar, Sandrine Promera et Jad Haddad d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission avec Marc Lévy ce jeudi. Et on ne connaît toujours pas l'heure parce que Marc Lévy est à New York. Et à bientôt. Merci, au revoir. Hold up.